à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve tout simplement pour parler du Tour de France 2020 qu'on va suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube sous forme de vidéo avant étape avec présentation de l'étape, des favoris de l'étape, avec résumé de chacune des étapes, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé. On essaiera de mettre des passages vidéo des attaques, des plus gros moments des étapes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tout cela sur ma chaîne YouTube. On va suivre le Tour de France 2020 de cyclisme en intégralité. Activez bien la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. Et puis on va suivre ce grand événement ensemble, un petit peu décalé dans le calendrier. Normalement il aurait dû se dérouler en juillet, mais à cause du coronavirus ça sera août et surtout septembre. Donc c'est parti aujourd'hui pour la vidéo présentation justement de toutes les étapes de cette grande boucle avec le parcours que vous pouvez voir ici. Alors un départ qui sera donné à Nice et donc une arrivée toujours à Paris comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est parti pour voir un petit peu le profil des étapes. Donc là ce site là c'est le site d'Eurosport, très bien expliqué. Toutes les étapes en fait on a un petit texte où justement ils expliquent qui seront les favoris de l'étape. Donc là donc première étape de plat pour les sprinters 156 km. Il y a quand même deux ascensions répertoriées en troisième catégorie. Donc très certainement il y aura une échappée qui va aller chercher ces points là pour avoir le premier maillot de meilleur grimpeur sur les épaules d'un coureur, certainement des baroudeurs. Donc ça sera déjà une première course intéressante à suivre, tout simplement parce qu'on aura la course pour le maillot de meilleur grimpeur. Possiblement dès le sprint intermédiaire, il y aura peut-être pas beaucoup de monde dans l'échappée, donc encore des points à prendre pour le peloton. Donc déjà on pourra voir quelques sprinteurs peut-être aller essayer d'aller grappiller quelques points au sprint intermédiaire. Et normalement l'arrivée à Nice devrait donner un sprint massif. Et là on devrait voir qui est le coureur le plus fort du peloton au sprint. Il y aura peut-être aussi des phénomènes de course qu'on ne peut pas prévoir, la pluie, le vent, donc vent ça signifie coup de bordure, la pluie ça signifie chute, et bien sûr il y a plein d'autres choses qu'on peut prendre en compte. C'est vrai qu'en plus les dates comme ça en fin août, début septembre, c'est pas des dates qu'on a l'habitude de voir, donc c'est vrai qu'on peut assister à d'autres phénomènes de course qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. Notamment au niveau des températures qui peuvent être plus basses ou plutôt des orages, notamment en montagne à cette période-là. La deuxième étape, alors c'est quand même très atypique parce qu'on aura de la montagne dès la deuxième étape. Donc c'est la première fois qu'on aura un sommet au-dessus de 1500 mètres dès la deuxième étape tout simplement du Tour de France. Donc c'est un tracé inédit, c'est aussi ça ce qu'on aime. Et donc si un sprinter a pris le maillot jaune la veille, il devra certainement le laisser à un autre coureur dans cette étape parce que tout simplement c'est une étape trop dure pour les sprinters et on risque d'avoir peut-être un puncher qui peut aller chercher cette étape, un coureur comme Julien Lafilippe est vraiment performant sur ce type de terrain, quoi. Après on peut voir déjà de premières petites défaillances de favoris peut-être, mais c'est vrai que les deux gros cols sont vraiment au début et après on a deux petits cols donc ça devrait faire moins de dégâts quand même. Donc voilà. Étape 3 normalement c'est pour les sprinters. Certainement qu'il y aura une échappée qui essaiera d'aller prendre les points pour le maillot du meilleur grimpeur, qui essaiera peut-être d'aller au bout parce que c'est un tracé quand même assez escarpé. Dans la première partie de course, dans la première moitié, je pense pas que les équipes de sprinters vont rouler très fort parce qu'ils voudront préserver leurs sprinters. Après il y a vraiment un bon faux plat descendant qui peut favoriser une échappée parce que ça sera quand même un terrain assez favorable. Et donc là, si une échappée peut aller au bout, c'est peut-être aussi sur cette étape, même si ça sera très compliqué dans la dernière partie où on a quasiment 30 km que de plat. Quatrième étape et encore une arrivée au sommet, donc là c'est la journée de la rentrée des classes pour certains, le 1er septembre, et donc une arrivée au sommet avec un col assez roulant tout de même, mais une première explication entre favoris, et peut-être aussi également une échappée qui ira au bout. L'étape 5, ça sera une étape avec quelques bosses au programme, mais on devrait arriver normalement à un sprint, même si ça monte un petit peu à l'arrivée. Étape 6, arrivé au sommet après une étape toute plate, mais vraiment toute plate, 191 km en tout, mais on aura juste la dernière partie, vraiment la toute dernière partie qui sera un petit peu escarpée on va dire. Le col de la Luzette est un petit peu difficile, mais après ça sera un pourcentage très roulant pour aller jusqu'à l'arrivée, donc ça devrait pas faire trop de dégâts en fait, ou alors il faudra vraiment que les attaques se fassent dans le col de la Luzette, ça signifie quand même assez loin de l'arrivée. Mais c'est vrai qu'avec les courses qu'on a l'habitude de voir maintenant, je pense pas que ça soit une étape qui fasse de gros dégâts au général. Là, je pense que cette étape, c'est l'étape 7, sera une étape pour les sprinters, hein. Ça sera déjà la 7ème étape, donc ça avance quand même un petit peu. Quasiment une semaine de course dans les jambes des coureurs. Étape 8,
première, voilà, grosse étape de montagne avec quand même trois cols très cotés, hein, c'est des cols très connus. Le col de Menté, le port de Balès et le col de Paillerosourde, avec une arrivée en descente qui peut favoriser un leader qui est bon en descente. On peut penser à des Primoz Roglic, à des Julien Alaphilippe. Même s'il n'est pas sur le Tour de France, on peut penser à des Vincenzo Nibali, mais bon, il ne sera pas sur le Tour. Mais en tout cas, c'est vrai que même s'il y a des dégâts dans la montée, dans la descente, des favoris peuvent faire leur retour dans le groupe des meilleurs, même s'ils ont été lâchés. Donc ça fait un petit peu moins peur ces étapes-là où l'arrivée est en descente. Et ça peut être une arrivée bien sûr pour une échappée qui va au bout. On peut avoir deux courses dans la course, une course pour la victoire d'étape et une course pour le général derrière. Là, une grosse étape de montagne aussi, mais une arrivée sur le plat. Donc là, c'est pareil, ça va limiter les écarts. En fait, c'est un peu pour garder le suspense ce tracé-là. Là, on a vraiment un sprint dessiné pour les sprinters, pas une bosse quasiment sur le parcours. Pareil pour l'étape d'après. Étape 12, là ça sera un peu plus vallonné. Je pense qu'une échappée là peut aller au bout. Ou en tout cas un sprint en petit comité dans le peloton avec les coureurs qui grimpent le mieux. Les Peter Sagan, les Michael Matthews pourront être intéressés par ce terrain là. Là, ça sera une première arrivée vraiment en altitude avec des pourcentages assez raides, mais une montée assez courte pour arriver au Puy-Marie, pas de Pérol. Donc ce ne sera pas non plus une grosse explication encore entre favoris. Au final, on a un tracé quand même assez montagneux, mais je suis pas sûr que à la 13e étape, on sache vraiment déjà qui va gagner le tour. Je suis pas sûr que les écarts non plus soient très conséquents. Donc c'est vrai que ça laisse le suspense. Là encore une étape de montagne, mais avec l'arrivée à Lyon sur du plat on va dire. Donc c'est pareil, ça laisse toujours le suspense. Là le suspense il va commencer à être éteint. Si on a un coureur dominant en montagne, quand on a au sommet le Grand Colombier, là les écarts vont commencer à être importants et là on pourra peut-être savoir qui va gagner le tour. Donc là je pense que c'est la première vraie explication entre favoris où les écarts seront conséquents. Il y aura d'autres explications avant entre favoris, mais je suis pas sûr que les écarts se jouent déjà à la minute. Elles seront plutôt en secondes. Là on peut jouer la minute facilement. Là, c'est pareil, c'est une étape qui laisse encore un peu de suspense parce que la montée de Saint-Nizier qui est assez raide, elle va être assez loin de l'arrivée. On aura du plat et même petite descente pour remonter après. Je suis pas sûr que les écarts soient non plus énormes, mais c'est des parcours qui laissent possible vraiment du suspense avec des attaques très tôt, des écarts qui peuvent être très conséquents comme ne peuvent être pas du tout conséquents. Donc c'est vrai que c'est assez spécial. Étape 17, bon là avec l'arrivée au sommet d'un col hors catégorie à Méribel, on devrait avoir une belle explication de favoris, sachant qu'on aura eu le col de la Madeleine avant qui est quand même un des plus durs cols de France. 17 km à 8% de moyenne, c'est énorme tout simplement. Étape 18, gros enchaînement de montagne. Donc là, en fait, l'étape elle est pas si dure à l'arrivée que ça, mais en fait, avec l'enchaînement des deux étapes de montagne qu'on aura eu avant, cette étape-là avec énormément de cols, le Cormet de Roseland, la côte de la route des villes, le col des Saisies, le col des Aravis, la montée du plateau des Glières. Montée du plateau des Glières, c'est une des montées les plus raides de France. Elle est hors catégorie alors qu'elle fait que 6 km, ça montre vraiment que c'est une montée dure. Et il y aura un sprint bonus pour prendre des modifications en haut, donc c'est assez intéressant. Ça peut faire bouger la course. Donc là, une course où on pourrait voir de grosses défaillances et de loin, ou peut-être même des leaders au général qui auraient perdu par exemple 4-5 minutes, qui auraient attaqué de loin. Donc là, on peut avoir du spectacle. Étape 19, on appelle souvent ça des étapes de transition parce que là, c'est vraiment une étape avec tout simplement pas vraiment de scénario privilégié. Ça peut être aussi bien un sprint qu'une échappée qui aille au bout. On sait qu'en troisième semaine de course, les équipes de sprinters sont parfois fatiguées. Il manque parfois les sprinters qui ont déjà abandonné. Donc là, une échappée peut très bien aller chercher l'étape pour des baroudeurs. Étape 20, c'est le contre-la-montre qui va décider tout simplement du général final, avec un contre-la-montre très spécial, roulant dans une première partie, et au final, ils vont escalader la planche des belles filles, qui est un col quand même assez dur, 6 km à 8% de moyenne, et donc là, le général va se décider là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a des écarts qui sont encore très minces entre le premier, le deuxième, le troisième, ou même dans le top 10, pour le classement final, c'est là que tout va se décider, avec des écarts qui peuvent être très conséquents sur une course pareille. Surtout avec la fatigue qui s'accumule dans les organismes des coureurs. Et la traditionnelle étape 21, là donc ça sera Paris-Champs-Élysées comme d'habitude, mais un départ de Mantes-la-Jolie pour un sprint massif, un sprint que tous les sprinteurs rêvent de gagner une fois dans leur carrière avec l'arrivée tout simplement aux Champs-Élysées. Donc voilà pour cette vidéo, présentation du parcours officiel du Tour de France 2020. Il y a le site officiel, on va faire beaucoup de vidéos aussi avec, pour quand on aura les classements, tout ça.
Et puis la présentation du parcours est très bien faite également. Là on a tous les porteurs de maillots de l'année 2019, ça permet de se remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé. Bernal maillot jaune, Peter Sagan maillot vert, meilleur grimpeur Romain Bardet, meilleur jeune Egan Bernal et meilleure équipe Movistar. Et le plus combatif du tour Julien Lafilippe. Donc j'espère qu'on aura un aussi beau tour que l'année dernière, en tout cas pour les coureurs français, avec des Julien Lafilippe, des Thibaut Pinot qui tenteront des attaques, qui essaieront peut-être d'avoir le maillot jaune. Et voilà, on se retrouve pour plein d'autres vidéos sur le Tour de France, notamment avant que le Tour de France parte, la présentation des coureurs et des équipes, et puis d'autres vidéos bien sûr avant le Tour pour préparer ce grand événement sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller checker la playlist Tour de France 2020 sur ma chaîne YouTube où toutes les vidéos parlant du Tour de France 2020 seront regroupées. Allez, ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker si ça vous a plu et partager bien sûr. Ciao.